avec la finale du tournoi pré-qualification qui s'est joué au Rwanda et qui a vu les Lions être battus en finale par la Hongrie. On parlera également de la Première Ligue, la deuxième journée que vous avez pu suivre en partie ce week-end sur les antennes de la RTS. Mais nous allons aussi parler du Jaraaf de Dakar qui s'est qualifié pour le prochain tour à l'occasion de la Coupe de la Confédération. Les Jaraafman ou les Médinois, on peut le dire comme ça, ont battu Eastern Lions de la Sierra Leone sur le score de 3-0. C'était à Thiès hier. Justement, à ce propos, nous recevons le directeur sportif du Jaraaf, Cheikh Sidiba. Cheikh Sidiba, bonsoir. Bonsoir Tcherno. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Et puis, en face, je retrouve Fatoumata Savané. Bonsoir. Bonsoir Elhadj Thierno, bonsoir à notre invité et à tous les Sénégalais qui nous suivent. Et le Sensei Yann Molo, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Allez, la Coupe de la Confédération, le match s'est joué hier au stade de la Dior de Thiès. Le Jaraaf s'est imposé devant Eastern Lions de la Sierra Leone. Après une première victoire, d'ailleurs en déplacement, les Jaraafman ont confirmé en explosant l'équipe sierra-léonaise sur le score de 3-0. On revient sur les temps forts de ce match avec Fatoumata Savané. Le Jaraaf de Dakar se qualifie au deuxième tour de la compétition africaine, la Coupe CAF. Les Verts et Blancs de la Médina se sont imposés largement face à East End Lions de la Sierra Leone 3-0. Un match que les coéquipiers de Souleymane Cissé ont plié dans les premières 45 minutes de jeu. Il est auteur du triplé. Le but matinal de l'attaquant refroidit les adversaires. À peine 50 secondes de jeu, sur une frappe contrée par la défense, Souleymane Cissé ouvre le score. Les joueurs du coach Malick Daf vont corser l'addition à la 19e minute. Et dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, le Jaraaf enfonce le clou et alourdit le score 3-0. Les Verts et Blancs totalisent un 4-0 sur l'ensemble des deux matchs et se qualifient. Peut-être l'équipe adverse croyait qu'en venant au retour, on allait attendre. Mais on s'était préparé pour essayer aussi de marquer un but matinal pour libérer l'équipe parce qu'on savait déjà qu'il fallait qu'on marque. Tactiquement, les joueurs étaient bien en place. Sur une transition rapide et une action bien combinée, on a marqué un but. Et je pense qu'après, c'est devenu plus facile parce qu'il y avait beaucoup d'espace entre les lignes. Avec un Babacar Sarr d'un bon jour, je pense qu'il a fait vraiment des choses extraordinaires. Il y a aussi Souleymane Cissé qui a été meilleur buteur de l'année passée, qui a retrouvé aussi les sensations de buteur et l'efficacité. Je rends grâce à Dieu, comme on dit, mais c'est une qualification, c'est bien pour le deuxième tour. A disappointing result for us because we came here to win result. La déception. Nous étions venus ici avec la ferme intention de nous qualifier, malgré que nous ayons perdu le match aller chez nous. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une différence entre les deux clubs. Il y a une chose aussi, nous nous sommes bien battus en deuxième période, mais cela n'a pas été suffisant. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup appris. Parce que Eastern Lions est resté pendant plus de 15 ans sans arriver à ce niveau. Et donc ça, c'est une expérience acquise aussi bien pour moi en tant que coach, mais aussi pour les joueurs. Les Sénégalais vont devoir en découdre avec les Ivoiriens du Racing Club d'Abidjan au mois de septembre prochain. Voilà, donc le prochain adversaire, effectivement, le deuxième tour, ce sera le Racing Club d'Abidjan au mois de septembre prochain. C'est très bientôt, hein, c'est quasiment la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Alors, Fatoumata, une première réaction de Jaraaf qui fait le job. Oui, simplement. Qui fait plus que le job, hein, puisque à 1-0 à l'extérieur, on pense que ça, c'était une bonne opération de ne pas prendre de but à l'extérieur. Mais arriver ici avec ces 3-0, comme le stipulait Malick Daf, c'était le match à faire. Il fallait donc marquer très tôt. Et après, bien sûr, si le score est aussi large, c'est parce que les Jaraafmen en ont voulu et qu'ils se sont donnés dans beaucoup d'actions où il fallait essayer de faire le break, c'est-à-dire de marquer le plus de buts possible. Et je pense que ça a également
c'est tout à leur honneur. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'ils se comportent bien au plan africain. On a envie que ça aille de l'avant. On a envie que ça continue et que face au Racing Club d'Abidjan, qu'on essaye de reproduire le même scénario, de gagner à l'extérieur et de faire ici le maximum possible pour pouvoir donc avoir des victoires, rester dans la compétition. Parce que comme on dit, la Coupe de la Confédération africaine, c'est l'une aussi des plus prestigieuses compétitions et c'est bien d'avoir des équipes sénégalaises à ce niveau. Ouais. Cher Sidi, je rappelle que vous êtes le directeur sportif du Jaraaf. Alors, évidemment, cette victoire, oui, on peut être satisfait. C'était déjà bien de passer le premier tour, mais l'objectif, ce n'est pas là. Il y a encore un autre match aller-retour à jouer pour espérer intégrer la phase de... Ouais, je pense que on savoure déjà cette qualification grâce à Dieu, alhamdoulilah. Je pense que ce n'était pas évident au début en y allant sans avoir de match de compétition dans les jambes. Et donc là, je pense qu'on avait un handicap. Mais heureusement pour nous, les gosses ont répondu présent et ils ont été à la hauteur. Je pense qu'aujourd'hui, on a réussi le premier objectif, c'était de passer ce premier tour. Maintenant, il y a un deuxième objectif qui est devant nous, c'est le Racing Club d'Abidjan, pour essayer de passer ce second tour et accéder aux phases de poule. Et nous y allons étape par étape. On a franchi la première, il y a la deuxième qui est là devant nous. On va bien la préparer pour essayer de faire un bon résultat déjà à l'aller à Abidjan. Et après, pour le retour, on verra, Inch'Allah. Ouais. Mais sur ces deux matchs-là, le premier match, c'était un voyage. En général, c'est compliqué en Afrique de voyager, mais vous réussissez à marquer et surtout à gagner ce premier match. Est-ce que finalement, ce n'est pas là-bas où la différence est faite? Parce que l'équipe sierra-léonaise vient forcément avec une certaine pression de devoir marquer déjà pour égaliser et essayer de gagner. Oui, tout à fait. Je pense que, d'ailleurs, on l'a dit après le match, match aller, on a dit aux gosses que les 50% du chemin ont été faits. Maintenant, il faudra faire en bien les 50 autres qui restent. Je pense qu'aller à l'extérieur et gagner, c'est pas facile, mais les gosses l'ont fait et ils pouvaient gagner encore plus largement ce match parce qu'on a eu encore d'autres occasions franches, malheureusement par manque d'efficacité qu'ils ont raté. Et je pense que gagner 1-0, c'était largement suffisant pour nous. Je pense que l'essentiel, c'était de faire un résultat positif à l'aller. Ils l'ont fait et au retour, on les a préparés pour ce match. Déjà, on leur a dit qu'on a un but d'écart, mais il ne faut pas rester derrière et se dire qu'on va essayer de conserver ce but. Il faudra essayer de marquer très tôt pour se mettre à l'abri et essayer d'ouvrir d'autres brèches pour essayer d'en profiter comme ils l'ont fait lors de cette première mi-temps avec Souleymane Cissé qui était dans un bon jour. Je pense qu'ils ont réussi deux matchs très importants à l'aller comme au retour. Maintenant, tout ça est passé, c'est derrière nous. On regarde devant et devant c'est le Racing Club d'Abidjan bientôt au mois de septembre, Inch'Allah. Ouais. C'était un mot sur cette victoire, cette double victoire du Jaraaf qui a cette particularité. Le Jaraaf connaît bien l'Afrique, avec un bon coach aussi, Malick Daf, qui fait partie certainement de ces coachs sénégalais qui connaissent le mieux le continent africain. Et puis, non, c'est un coach qui a toujours faim. Il a toujours faim, Malick Daf. Moi, quand je vois Malick Daf parler, j'ai envie de dire, voilà, c'est véritablement ce genre de coach qu'on doit avoir. Et je pense que, c'est vrai, le Jaraaf vient de franchir un palier. Maintenant, il va falloir se remobiliser, se reconcentrer et aller vers le deuxième adversaire qui ne sera pas un adversaire qui viendra devant le Jaraaf en victime expiatoire. D'autant plus qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que ça aussi, c'est une source de motivation. Absolument, les Ivoiriens. Alors, on parle des Ivoiriens, on reste avec eux, puisque d'autres Ivoiriens, le Stade d'Abidjan, eux, ont éliminé notre Teungueth national, le champion. Là aussi, c'était les phases préliminaires de la Ligue des Champions. On revient sur le temps fort de ce match-là, entre Teungueth et le Stade d'Abidjan. Le match s'est joué à Thiès également, c'était samedi. Et c'est à la séance des tirs au but que les Rufisquois se sont inclinés devant le Stade d'Abidjan. Les temps forts sont signés Aïssatou François Seck. La campagne africaine s'arrête pour Teungueth FC en Ligue des Champions après un match aller face au Stade d'Abidjan qui s'est soldé par un nul, un but partout. Les Rufisquois n'ont pas réussi à maintenir leur petite avance.
Au match retour sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès, encore un but partout à la fin du temps réglementaire. À l'épreuve des tirs au but, seul le tir de Joseph Laous Samb échoue sur la barre transversale pour Teungueth FC, là où le stade d'Abidjan réussit ses 5 tentatives. Pourtant, ce sont les Ivoiriens qui ouvrent le score dès la 19e minute. Abdou Kowanda met la balle au fond des filets, un but que vous ne pourrez malheureusement pas voir, mais les Ivoiriens maintiennent le rythme et passent à côté d'un deuxième but avec un lob tenté par Ousmane Diallo. Un but à 0 à la pause. À la reprise, sur un corner bien exécuté, Baye Hassan 6 égalise pour Teungueth FC. Les Rufisquois poussent sans succès. Une domination stérile qui les conduit à la fin du match avec un score nul, un but partout. Une égalité parfaite de 2 buts partout sur l'ensemble des 2 matchs. Avec ce résultat 5-4, les Ivoiriens décrochent leur qualification pour la phase de groupe. Une désillusion pour Teungueth FC qui nourrissait de grands espoirs cette saison à la suite de son beau parcours en championnat. Ouais, Teungueth FC éliminé, un but partout à l'aller, un but partout au retour. On disait que ça pouvait être un piège de prendre un match nul, un but partout. C'est toujours très compliqué. Et malheureusement, ça s'est vérifié. Un but partout, la séance de tir au but et finalement Teungueth passe à la trappe. Oui. Teungueth qui passe à la trappe et c'est dommage parce que tout simplement, je pense que le match à l'aller était prenable pour les Rufisquois. C'est vrai que quand vous faites match nul à l'extérieur et que vous tardez à marquer un but ici, ou bien on vous rattrape dans le score, c'est toujours difficile. Et les tirs au but, comme on dit, c'est un exercice. Et voilà, 5-4, c'est malheureux, mais ça tombe sur Teungueth FC qui pouvait quand même peut-être remporter ce duel ici sans en arriver au tir au but. Maintenant, c'est une autre équipe sénégalaise qui s'arrête en si bon chemin, mais c'est dommage. Mais bon, on va essayer de travailler. Mais ce qui est sûr, c'est que l'absence de nos champions d'Afrique, en tout cas de nos champions nationaux du moins, sur le continent, ça marque un peu ce qu'on fait au niveau local. Et parfois, c'est dommage, c'est juste triste, alors qu'on fait un bon championnat, mais on ne reste pas trop longtemps dans la compétition africaine. Ouais. Sensei, est-ce que le manque de stabilité sur le banc de Teungueth n'est pas d'une certaine manière responsable? Parce qu'il faut savoir que Teungueth a perdu son entraîneur, celui qui leur a permis de gagner le championnat, Cheikh Gueye, qui est parti au Bénin. Il recrute Sidat Sarr, qui malheureusement n'ayant pas encore son diplôme, sa licence C, ne peut pas coacher. C'est finalement Badara Sarr qui vient coacher. Et Badara Sarr et Sidat ont des styles complètement différents. Oui. Parfois, ça déstabilise une équipe. Et c'est pas bien. Surtout une équipe qui va en Afrique. Je pense que... Moi, je compte beaucoup sur Teungueth FC. D'autant plus que c'est une équipe qui pouvait bien faire de bons résultats. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est de faire 1-1 à l'aller et de baisser la garde au match retour. Parce qu'à chaque fois que les Sénégalais, bon, je dis les Sénégalais, qu'une équipe mène, je veux dire, revient avec un score d'un but partout, généralement, on se dit, bon, on va les battre chez nous. Ouais. Ce qui n'est pas évident. Alors, maintenant, quel est le langage qui a été tenu dans les vestiaires? Qu'est-ce qu'on a dit aux joueurs? Tout ça, c'est important. Alors, maintenant, le coach qui change, qui part, qui revient, c'est aux joueurs de faire l'essentiel. Ça, c'est une chance inouïe que de se qualifier pour le prochain tour. Maintenant, malheureusement, comme dit Savané, on va au tir au but, c'est la chance. Et chaque équipe a besoin d'avoir une chance. Quand vous n'avez pas la chance, vous mettez un ballon sur le poteau extérieur, vous perdez un match. Ouais. Donc, je pense qu'ils vont essayer de revenir l'année prochaine pour voir ce qu'ils vont faire encore. Ouais, encore faudrait-il gagner le championnat. Voilà. Et face à des équipes comme le Jaraaf ambitieux. Charles, pour revenir au Jaraaf, vous avez choisi la stabilité en gardant Malik Daf.
Alors, dans une saison vierge, finalement, pour le Jaraaf qui n'a rien gagné. C'est un peu la politique, parce que c'est un entraîneur qui connaît bien aussi la maison, qui connaît les objectifs, qui sait comment nager un peu dans cette, je ne vais pas dire lac de crocodile. Le Jaraaf, c'est quand même la stabilité, mais comme on dit, quelqu'un qui connaît la maison et qui connaît le championnat. Oui, tout à fait. On a choisi d'avoir une certaine stabilité au niveau du club. Parce que quand on voit le championnat de la saison dernière, on a vu que le Jaraaf avait une très bonne équipe. Le Jaraaf a bataillé jusqu'à la fin pour le titre de champion et pour la Coupe du Sénégal. Malheureusement, on n'a rien gagné, mais quand on voit le contenu, tout ce que ce groupe a montré en gagnant le titre de meilleur gardien, le titre de meilleur joueur, le titre de meilleur buteur, on savait que cette équipe avait du potentiel. Et je pense qu'on a choisi la stabilité, mais quand même en renforçant cette équipe sur certains points où on avait vu qu'on avait des difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, ça commence à nous donner raison, mais c'est juste le commencement, on n'a encore rien fait. Et là, je pense que Malik, tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il connaît bien l'Afrique. Il a été champion d'Afrique avec l'équipe nationale U20. Il a gagné l'UFOA plusieurs fois. Et il a fait des résultats avec les clubs sénégalais qu'il a coaché aussi. On sait tous qu'il a la gagne dans son ADN. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'entraîneur qu'il faut pour le Jaraaf. Et là, on est en train de voir l'évolution, surtout les paliers que nos joueurs sont en train de franchir. Et là, je pense que pour moi, c'est une très bonne décision que le Jaraaf a pris en interne. Et pour moi, on verra cette saison, le Jaraaf a des ambitions de gagner le titre national et la Coupe du Sénégal. Et on se prépare pour cela. Et surtout aussi sur la scène africaine, aller le plus loin possible en Coupe CAF. Ouais. L'autre décision importante, ou en tout cas l'autre point important, c'est d'avoir réussi à garder Souleymane Cissé quand même, c'est important. Oui, tout à fait, c'est très important parce qu'on sait qu'ici au Sénégal, il y a une pénurie d'avancants buteurs. Et on l'a vu avec Souleymane qui a été meilleur buteur du championnat national la saison dernière. Et aujourd'hui, qui part sur de bonnes bases, qui a marqué un triplé dimanche hier. Et pour nous, c'est un plus pour le Jaraaf. Mais avec lui aussi, il y a ses coéquipiers qui lui apportent le ballon, qui lui font de très belles passes, qui lui donnent des offrandes. Et je pense que c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Chacun a un rôle à jouer. Et ils l'ont fait dimanche, ils l'ont fait la semaine dernière en Sierra Leone et ils l'ont refait dimanche. Et il faut continuer sur cette lancée, avoir beaucoup d'humilité surtout, avoir beaucoup d'humilité parce qu'on sait que ça c'est le mal du footballeur sénégalais. Ouais. Il faudrait qu'ils aient un peu plus d'humilité, qu'ils travaillent encore plus pour essayer d'avoir encore des lendemains meilleurs. Très bien. Allez, nous on va prendre l'avion. Oui, allez-y, vous avez une question, allez-y. Voilà. En fait, souvent on dit que vous n'êtes pas trop accompagné sur le plan continental parce que c'est des compétitions quand même qui coûtent cher avec les billets d'avion, tout ça. Alors vous, le Jaraaf, comment est-ce que vous vous organisez pour que tout se passe bien, surtout quand vous devez partir ailleurs? Oui, je pense que c'est déjà une bonne organisation en interne du président jusqu'au dernier fonctionnaire, élément du Jaraaf. Et je pense que jusqu'à maintenant, le Jaraaf a fait plusieurs Coupes d'Afrique. Et jusqu'à présent, le Jaraaf n'a pas eu de problème particulier sur le plan des finances. Et aussi, il faut saluer et remercier la fédération et le ministère des Sports aussi qui ont mis la main à la pâte. Et aussi, il y a le club, il y a notre président aussi, Charamet Tidiane-Seck, qui aussi ne lésine pas sur les moyens pour mettre le club, les joueurs dans de très bonnes conditions. Et on l'a vu lors de ce dernier déplacement en Sierra Leone. Moi, je suis parti en mission avancée bien avant l'équipe et je pense que toutes les conditions étaient réunies pour faire de bonnes prestations. On l'a vu lors du match aller. L'équipe est arrivée très tôt en Sierra Leone, à Bou City, le mercredi déjà. Donc on avait largement le temps de récupérer, de s'entraîner sur le terrain où le match devait se dérouler. Et je pense que les conditions au niveau du Jaraaf sont réunies pour faire de très belles prestations, que ce soit en Afrique et sur le plan national.
Allez. Ça peut être intéressant. Mais Absolument. À suivre. je dois dire que le Giraffe est une équipe qui a de bons et de grands dirigeants. Et ça date de longtemps. Une bonne organisation avec des gens sérieux. Je pense que le Giraffe peut aller très loin. Maintenant, il va falloir travailler en faisant des matchs amicaux, sortir. Et si vous le faites, ça veut dire que vous irez très loin. Maintenant, il faut de l'argent. Si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez les sponsors, avec l'État, avec le ministère des Sports, je pense qu'on doit miser sur le Giraffe pour arriver à ce niveau. C'est l'équipe qui nous reste au niveau continental. Ah oui, il faut mettre tous les moyens pour dedans. l'accompagner. Surtout aussi souligner, on a besoin aussi de l'apport du soutien de la RTS aussi. Ah oui, d'accord. Pourquoi pas? Vous voulez qu'on montre les matchs? C'est ça. Venez voir le déj. Normalement, la RTS avait les droits. Je ne vais pas dire de bêtises, mais jusqu'à l'année dernière, on avait les droits pour diffuser les... D'autant plus qu'on est dans la compétition, Absolument. ce serait intéressant. De toute façon, Mais tiens, il a raison. Hein. non, mais en fait... Non, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est par rapport à la dimension de la RTS. La RTS qui vous accompagne peut vous permettre de gagner la Coupe d'Afrique. Moi, c'est l'ambition que j'ai pour le football sénégalais. Il faut qu'une fois le Giraffe gagne la Coupe d'Afrique des clubs. Possible. Non, mais de toute Et façon, ça, la je pense RTS que peut vous accompagner. Le DG est très ouvert à ça. Tout ce qui est sport, je pense que le Giraffe peut venir se rapprocher de lui. Et il ne devrait pas y avoir de problème. Allez, on va à présent parler de la Première Ligue, la deuxième journée qui s'est jouée ce week-end. On va faire le round-up. Vous avez suivi avec nous le match qui a opposé Manchester City à Ipswich, des victoires des Citizens donc à domicile sur le score de 4-1. Mais on vous propose le round-up d'autres matchs encore avec Fatoumata Aïssatou François Seck. Voilà. Battu en ouverture par Man City lors de la première journée, Chelsea fait la différence. Les Blues réalisent une balade offensive et corrigent Wolverhampton 6-2. Un premier but dès la deuxième minute du Sénégalais Nicolas Jackson. Un deuxième but de Palmer, un autre de Joao Félix et un triplé de Madueke. Un autre triplé d'Erling Haaland permet à Man City d'étrier le promu de la saison Ipswich 4-1, même s'il ouvre le score dès la 7e minute. Pour sa première à domicile, Tottenham écrase 4-0 Everton, nouvelle lanterne rouge avec 2 défaites et 7 buts encaissés. Bonne domination de West Ham qui a marqué 2 buts tandis que Crystal Palace n'a pas réussi à scorer. L'équipe visiteuse enregistre une belle victoire. Liverpool poursuit son sans faute et s'impose face à Brentford 2-0. Début réussi pour Slot à la tête des Reds. 2-0. Victoire 2-0 pour Arsenal qui poursuit sa logique face à Aston Villa. Leandro Trossard à la 67e puis Thomas Partey à la 77 ont marqué. Bournemouth et Newcastle se neutralisent 1 but partout. Les Magpies s'en sortent plutôt bien. Vainqueur à l'extérieur, Nottingham Forest remporte sur la plus petite des marques 1-0 face à Southampton grâce à son capitaine Morgan Gibbs-White. Match serré entre Brighton et Man U, mais Brighton s'en sort avec une victoire 2-1. Fulham enregistre une victoire en disposant de Leicester 2-1. Au total, 32 buts ont été marqués pendant cette deuxième journée, soit 11 de plus que la journée précédente. Voilà, on a entreaperçu l'ensemble des résultats. On va y revenir tout de suite. L'ensemble des résultats donc de cette deuxième journée de la Première Ligue avec les victoires notamment de Tottenham. Pape Matar Sarr qui n'a pas débuté ce match, il est rentré en cours de jeu. 4-0 devant Everton de Gana Gueye et Iliman Ndiaye. Par contre, on retiendra la victoire de Chelsea 6-2 avec un but très très rapide de Nicolas Jackson après moins de 2 minutes de jeu. Et buteur et passeur décisif également sur le deuxième but de Chelsea. On enchaîne avec le classement général donc de cette deuxième journée. Allez, un classement qui reste anecdotique, ce n'est que la deuxième journée. Manchester City est déjà leader devant Brighton et Arsenal
Liverpool et Tottenham qui arrivent en 4e et 5e position. Et puis on va switcher rapidement en deuxième partie du tableau pour voir qu'Everton de Gana Gueye et Iliman Ndiaye est lanterne rouge avec 0 point mais surtout 7 buts encaissés. Derrière Wolverhampton qui en a encaissé 6 et Ipswich Town qui est donc 18e avec 5 points. Premier relégable. Voilà donc pour la première ligue. Et puis on va parler des Lions. Les Lions, hein, certains ont marqué, pas tout le monde. On a vu Nicolas Jackson qui a marqué donc le premier but de Chelsea. Mais on va voir un autre Lion qui s'est illustré. Athlétique, voilà, il se projette tout le temps. Et je pense que ça aussi, c'est une qualité pour lui. Il a terminé le match normalement, enfin, il a été exclu, a pris un deuxième carton jaune à la 97e minute. Donc, prestation mi-figue, mi-raisin. On se rappelle encore de ce carton rouge qu'il avait eu également avec son ancien club Metz. Donc, il faut qu'il fasse très attention à ne pas s'exposer quand même. Parfois aussi, c'est les arbitres qui sont sévères, mais je pense que pour ça aussi, il faut essayer, voilà. Cher, un mot sur nos Lions, puisque Aliou Cissé va publier la liste des joueurs qu'il va retenir pour les 2 matchs des Lions, comptant pour les éliminatoires de la CAN. Il y en a qui marquent, qui font de bonnes prestations, d'autres, on n'a pas parlé des Saoudiens, Sadio Mané, passeur décisif, Kalidou Koulibaly, vainqueur avec son équipe. On voit qu'en ce début de saison, il y en a qui parviennent à s'exprimer, à faire de bonnes choses. Oui, on voit certains qui sont bien performants et d'autres qui sont en difficulté, à l'image de Ghana et Iliman avec Everton qui sont derniers de la Première Ligue. Niakhaté aussi qui est en très grande difficulté à Lyon. Je pense qu'aujourd'hui c'est le début de saison et c'est tout à fait normal. Certains n'ont pas encore retrouvé leur forme optimale et d'autres ils sont déjà bien en forme. Attendons que les matchs s'enchaînent et là on verra les performances qui vont devenir meilleures. Mais je pense que cette année, nos joueurs ils ont pris de bonnes décisions de changer de club déjà avec le changement de club de Michael Faye. Ça lui donnera du temps de jeu avec Rennes parce qu'avec Barcelone, c'était un peu difficile, mais avec Rennes, il aura encore plus de chances de jouer. Et je pense que pour cette saison, on aura des joueurs performants, surtout concernant l'équipe nationale du Sénégal. Et ce qui est important aussi, on l'a vu sur le match de Monaco, Aliou Cissé va être heureux de voir qu'il va récupérer Ismaël Jacobs, qui a joué comme titulaire. Oui, Jacobs qui fait tout le temps de bonnes prestations, en tout cas avec les Lions. On l'a vu dans cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire où il a quand même fait un excellent tournoi. Je pense que c'est un joueur sur qui Aliou Cissé peut compter. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'ils sont dans des championnats UP, mais également ils ont un temps de jeu. Par exemple, Pape Matar est entré l'autre jour après l'heure de jeu, mais quand même, il a terminé le match. C'est important de les voir évoluer dans leur club, mais surtout avoir beaucoup de temps de jeu. Ça reflète ainsi leur forme et arriver à l'équipe nationale. Ils pourront donc se produire de manière positive, en tout cas pour nous. Oui. Alors, puisque je suis avec vous, je reste avec vous. C'est bon. Mais on change de discipline. Ouais. On se retrouve sur les parquets pour parler du tournoi de préqualification à la Coupe du Monde. Les Lions qui étaient donc au Rwanda. Et c'était ici en finale. On retrouvait l'Ukraine, plutôt la Hongrie. Mais le résultat n'a pas été le même puisque lors des matchs de poule, les Lions s'étaient imposés. Et là, finalement, elles ont été battues sèchement par les Hongroises. C'est vrai. 63 qu'ils ont mis, hein, la première confrontation, c'était 63-61. Mais en finale, les Hongroises sont mieux rentrés dans le match. Et bien sûr, les Lions se sont inclinés. Mais difficilement, parce que moi, ce que je pense, en fait, c'est que c'est la programmation des matchs qui n'a pas été bien faite par FIBA Afrique, puisqu'elles ont joué la demi-finale 18h. Elles ont terminé presque à 20h ou 21h. Et le lendemain, il fallait jouer à partir de 15h. Donc, elles n'ont pas eu 24 heures de récupération. Ça aussi, c'est pas intéressant. Et on sent la fatigue parce que c'est un tournoi où elles jouaient presque tous les jours. Donc, je pense que ça aussi, il fallait qu'on essaye de voir. Mais ce n'est pas une excuse. On va dire tout simplement que la Hongrie a été meilleure que les Lions le jour de la finale. Mais quand même, sur les 6 matchs qu'elles ont joués, elles n'ont perdu que celles qu'il ne fallait pas perdre. C'est vrai que c'est dommage, mais quand même, elles ont bien joué tout au long du tournoi. Mais il faut le dire et il faut aussi le souligner, c'est une équipe
en reconstruction. C'est des jeunes avec donc une moyenne d'âge de 24 à 26 ans. Donc je pense que ça aussi c'est important. On va revenir sur ça Voilà. tout de suite après l'élément. On découvre d'abord le sujet, le résumé du résultat. À la Hongrie, pour une deuxième confrontation, les Sénégalaises s'inclinent 63 à 47. Une rencontre 13 à 12 dans le premier. Dans le deuxième quart-temps, malgré les tentatives, les Sénégalaises prendront 16 points, 34-49. Au dernier quart-temps, la Hongrie. Voilà, les Lions, donc, qui effectivement, c'était ça aussi, il fallait retenir, parce que beaucoup de Sénégalais se posent la question, mais effectivement, pour l'instant, elles ne sont pas éliminées. Elles vont jouer l'Afro-Basket, et si elles terminent dans les 4 premiers, si elles sont championnes d'Afrique, elles se qualifient directement, mais si elles terminent au pire des cas en demi-finale, elles pourront jouer la dernière phase. Alors, vous parliez de quelque chose de très important, il était important qu'on revienne là-dessus, c'est une équipe en reconstruction. Beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles joueuses qui découvrent la sélection, mais surtout un nouvel entraîneur. Et ça, il joue 5 matchs, il gagne les 4, et pas face à de petites équipes, au contraire. Donc, la reconstruction, on peut dire que la reconstruction est en marche, même si pour l'instant, il y a encore des choses à corriger. Des choses à corriger, mais je pense que pour l'instant, Ortiz Uglé Junior est en train de faire le job, comme on dit, parce qu'il fait quand même partie des meilleurs entraîneurs, en tout cas pour les sélections féminines. Si on se rappelle, c'est lui qui avait en charge l'équipe du Nigeria, qui est en train aujourd'hui d'évoluer avec sa nouvelle entraîneur femme. Donc, pour dire tout simplement que les Lions sont sur le bon chemin. C'est vrai, il faut le dire, elles sont très jeunes. La moyenne d'âge, c'est entre 22, 23 jusqu'à 26 ans. Donc, pour dire qu'elles doivent évoluer, elles doivent également acquérir de l'expérience, de la maturité, et ça viendra peut-être au fil des compétitions qu'elles vont disputer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a disons, des qualités dans des joueuses. On en parlait tout à l'heure de Ndioba Kane. Elle fait partie des meilleures joueuses donc, de l'équipe nationale. La capitaine, c'est Yacine Diop aussi, mais les matchs du Sénégal tournaient autour d'elle 3, donc de Ndioba, de Sierra et puis de Yacine. Une bonne compétition, mais que le travail continue, parce que si, par exemple, elles veulent aller à la Coupe du Monde, Thierno, il faudra gagner l'Afro-Basket tout simplement, ou bien être parmi les 4 meilleurs de cette compétition et jouer les qualifications, pas être qualifié directement, mais il y aura encore un dernier tournoi pour se qualifier. On parlait également de cela. C'est problématique. On a l'impression qu'elle joue la Coupe du Monde en éliminatoire pour aller jouer la Coupe du Monde en phase finale. Ça n'a aucun sens. C'est quand même très difficile, ça ne sait. Oui, mais très difficile. Mais moi, ce que je dois dire, c'est que je suis très satisfait par rapport à cette équipe du Sénégal. Parce que ma projection, c'est vers l'Afro-Basket qui viendra bientôt. La moyenne d'âge est assez correcte. Et je crois que, Tiano l'a dit tantôt, rencontrer des équipes d'envergure. Le Brésil, l'Argentine, les Philippines. On les a battus. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que Yves-Ket, qui viendra, c'est tout peu. Hein? Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? C'est qualifier directement vers cette grande compétition. Maintenant, au pire des cas, faire le TQO. Et je pense que cette équipe-là, avec l'entraîneur qui est venu, on lui laisse le temps, parce qu'il ne faut pas qu'on soit pressé. Au Sénégal, c'est ça le véritable problème. Laissons le temps au temps et on aura une équipe qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, on a un entraîneur qui l'a déjà gagné. Et il avait gagné ici à Dakar en 2019 avec le Nigeria, Ortiz Uglé Junior, donc, qui est désormais le nouvel entraîneur du Sénégal. On espère qu'il réussira effectivement à remettre le Sénégal au sommet du basket africain. Allez, à présent, on change complètement de discipline pour parler d'arts martiaux avec le karaté, l'équipe nationale qui est en préparation des championnats d'Afrique de karaté qui doivent se dérouler à Abidjan. Non, à Tunis. À Tunis, voilà. À Tunis, du 2 au 8. Alors, les gosses sont en regroupement depuis quelques jours. Et sur ces images que je vous propose, vous verrez que ça bouge beaucoup. Et Mor Thiam-Sey, qui est un ancien champion du Sénégal et d'Afrique, est venu au Sénégal pour apporter son expertise, sa contribution. Parce que, vous voyez, les gosses, ils sont en train de suivre ce qu'il dit en matière de stratégie, d'attaque, de compétition. Et il prend un adversaire. Hein. Tout ça, c'est important à faire. Et je pense que ce sera les cadets, juniors
et espoir à Tunis du 2 au 8 septembre. Et maintenant, on attend, bien sûr, comme vous le savez, les titres de transport. On aimerait bien que les titres de transport sortent maintenant pour ne pas être dans des considérations est-ce qu'on va partir, est-ce qu'on ne va pas partir. Et je pense qu'on a confiance aussi par rapport à notre ministre des Sports qui certainement fera le nécessaire. Voilà ce que je voulais vous proposer en attendant de revenir encore sur le deuxième sujet. Ouais, le deuxième sujet, on reste avec le karaté qui a organisé une randonnée. Ça s'appelait randonnée. Oui, c'est une randonnée pédestre organisée par Souleymane Badiallo qui a un mouvement sportif qui permet en tout cas à tous ceux-là qui font la marche de pouvoir véritablement venir tous les dimanches et il fait le tour du Sénégal. Et en tout cas, on va écouter d'abord Mme Diak, ensuite Souleymane Badiallo. C'est un ami d'enfance. Et ensuite, le sport, quand on entend parler du sport, on est toujours présent parce qu'on pense à se remettre en forme. Je ne suis pas une sportive assidue. Ça m'a juste permis de me remettre à pédaler, comme on dit, sur un vélo. Et puis, quand on parle de la SICAP, j'ai tout à la SICAP. Donc ça veut dire que je suis né à la SICAP, j'ai grandi à la SICAP. Quand même, on est sollicité partout, même en Gambie. On nous attend en Gambie. C'est quelque chose qui prouve que les sportifs, ils sont partout et ils veulent que les gens viennent vers eux. Il faut qu'on puisse réunir tout ce groupe avec des médecins pour qu'ils puissent parler de sport. Et ensuite, je pense qu'un vecteur de rassemblement ne peut être que sous un arbre à palabre pour qu'on discute des problèmes du sport. Ouais, comme quoi le karaté, c'est pas uniquement se taper des coups de pied. Et puis d'ailleurs, on va changer de paradigme par rapport à plein de choses, c'est-à-dire faire des conférences où on parle d'arts martiaux, qui a créé le karaté, qui a créé le judo, etc. Et ça, je vais le faire sous peu de temps. Alors, l'autre information, c'est... Là, on parle de Nambudo. Hein. De Nambudo. Ouais. Alors, Ils sont reçus par le ministre. Qui doivent être reçus. Demain. Ouais. Voilà, qui doivent être reçus demain par le ministre des Sports, Khady Diène Gaye, ou Khady, c'est comme ça, hein? Ouais. Voilà. Alors, voilà le Nambudo, qui a été créé par un Japonais qui s'appelle Nambu, qui est décédé malheureusement. Et là, c'est le réseau technique national qui montre des techniques. Vous voyez, moi, j'aime bien cette discipline. Alors, donc, ils ont gagné 11 médailles au championnat d'Afrique. Et là, vous avez Jean-Charles Tal, le patriarche, je l'appelle ainsi, depuis la création de cette discipline au Sénégal en 1975. Voilà. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Sensei. Alors, on retrouve notre invité, cher Sidi, pour parler un peu des perspectives de la saison du Jaraaf. Vous l'avez légèrement abordé tout à l'heure. C'est évidemment aller chercher au pire un titre, au mieux deux, la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue et championnat ambitieux. Mais est-ce que ça va être compatible? Parce que c'est quand même un problème auquel nos clubs sont confrontés. Si le Jaraaf se qualifie pour la phase de groupe, ce qu'on souhaite, il y aura des déplacements à faire. Est-ce que ça va être possible d'être sur les 2-3 tableaux en même temps? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez l'effectif pour ça? Oui, tout à fait. On a travaillé sur cela. Je pense que pour compétir sur les 3 tableaux, il faut avoir un effectif large et de qualité pour pouvoir être performant sur toutes les compétitions. Et on a pensé à ça. C'est pour cela qu'on a étoffé ce groupe malgré les départs qu'on a eus, des départs majeurs. On a essayé d'étoffer ce groupe en quantité et en qualité. On a fait plusieurs recrues et certaines étaient qualifiées pour ce premier tour, d'autres pas, mais qui pourront être qualifiées pour le second tour. Et donc pour le second tour, on aura encore un groupe plus étoffé, et un groupe de qualité. Et je pense qu'on a le groupe qu'il faut, le groupe qui pourra nous permettre de compétir et d'être performants sur les 3 tableaux. Le championnat doit démarrer en fin septembre. Oui, parce qu'en fait, je vois qu'ils doivent jouer normalement le 13 septembre. D'ici le 13 septembre, comment est-ce que vous comptez préparer vos 2 matchs contre le Racing Club d'Abidjan? Est-ce que vous aurez des matchs amicaux ou comment vous allez faire
pour avoir une performance Garder en le tout cas rythme, d'ici quoi, là. avoir le rythme avant le début. Comme on l'a fait lors du premier tour, déjà le premier tour, on a fait une bonne préparation d'avant-saison et après on a essayé de chercher des matchs amicaux contre certaines équipes des académies qui étaient déjà en chambre. Et pour la deuxième partie, pour le deuxième tour aussi, on va renouveler la même chose. Déjà, on est en train de voir si on peut déjà rencontrer l'équipe nationale U20 qui est en regroupement au niveau de Toubab Dialaw. Et si on peut avoir 1 ou 2 matchs contre eux, ce sera quelque chose de bénéfique pour le groupe. Et on va essayer d'avoir le maximum de matchs pour que les joueurs gardent la forme qu'ils ont eue lors des 2 rencontres précédentes. Et c'est difficile, c'est pas facile d'aller jouer la compétition sans avoir derrière, excusez-moi pour la répétition, sans avoir derrière de la compétition dans les jambes. Mais il faut trouver des raccourcis, il faut trouver des solutions pour que les joueurs restent compétitifs et restent performants comme on l'a fait lors du premier tour. Est-ce qu'il n'est pas intéressant par rapport à la proximité des pays qui sont autour du Sénégal, d'aller en Mauritanie par exemple, d'aller en Gambie, parce que attention, là la concurrence va être très forte si vous allez en Mauritanie ou bien vous allez en Gambie, ce ne sera pas trop cher par exemple. Oui, mais il faut essayer de voir aussi si déjà ces pays ont déjà commencé leur championnat aussi. Parce que je pense qu'aussi ils sont dans une saison morte. Et donc si tu te déplaces pour aller jouer des équipes qui ne sont pas déjà en compétition, ce sera encore mieux vaut rester ici et essayer de trouver d'autres équipes, des académies, des équipes qui sont déjà en champ, qui ont déjà commencé leurs entraînements. Très bien. Alors, Cher, cette semaine, nous avons appris le décès d'Ibrahima Sall Fall, ancien international, qui est décédé des suites d'une courte maladie. C'est un joueur que vous connaissiez. Vous avez joué ensemble au Jaraaf. Vous vous êtes croisés, je crois, en équipe nationale. Il a été sélectionné pour la première fois en 1996. C'est une grosse perte parce qu'en plus d'avoir fréquenté l'équipe nationale, avoir joué ensemble au Jaraaf, vous jouez ensemble également en tant qu'ancien pour vous dégourdir un peu les jambes. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une grosse perte. C'est une grosse perte parce que connaissant la personne déjà, on a joué au Jaraaf en équipe nationale et on était ensemble en Arabie Saoudite. On s'est rencontrés là-bas, c'était la même période. Et aussi ici, après la fin de nos carrières respectives, ici tout le temps, tous les vendredis, on jouait ensemble contre l'équipe d'Ibrahima Sall Fall, des Moudi Ndiaye, Mouss Ndiaye, contre notre équipe. Tous les vendredis à Dakar Sacré-Cœur. Et moi, les 2 derniers vendredis, je ne l'ai pas vu. Il n'était pas venu. Pour moi, c'était une absence normale parce que je n'avais pas connaissance de sa maladie. Malheureusement, j'ai appris son décès par le biais de Oumar Traoré qui m'a appelé pour me dire que Ibrahima Sall Fall est décédé comment. Je n'y croyais pas parce que je n'étais pas au courant de sa maladie. Et vraiment, c'était une grosse perte parce que c'était un gars serviable, un gars qui avait une très bonne éducation, qui avait une bonne mentalité. Et vraiment, ça a été une grosse perte pour nous tous, les footballeurs sénégalais, et surtout pour la ville de Saint-Louis où il est originaire. Très bien. En tout cas, tout le desk sport présente ses condoléances les plus sincères à sa famille. Autre décès que nous avons appris ce matin, c'est l'ancien entraîneur de l'équipe d'Angleterre, Sven-Göran Eriksson, le Suédois, qui a entraîné un peu partout dans le monde. Il a entraîné en Chine, il a entraîné en Italie, il a entraîné en Angleterre. Il a aussi entraîné en Afrique puisqu'il a été sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Sven-Göran Eriksson est décédé ce jour à l'âge de 76 ans. Il était malade, il avait un cancer du pancréas. D'ailleurs, il avait donné une interview en début d'année pour dire justement qu'il était à un stade très avancé. Sven-Göran Eriksson est décédé en Suède, à côté de sa famille. Voilà, c'était tout pour ce Galaxy Sport. On vous remercie. Cher Sideba, transmettez nos salutations à Malik Daf. Nous prions pour que sa fille qui est malade retrouve la santé. Et félicitations également pour la qualification et bonne chance pour la suite. Merci à vous, Sensei Yatmalo. Merci à vous, Fatoumata Savané. Merci à Aïssatou François Sey qui est à la coordination. Merci à Michel Diata à la réalisation, à lui et toute son équipe, l'équipe technique qui nous a accompagnés.
Galaxy Sport, c'est terminé. Très bonne suite des programmes sur les antennes de la RTS. Choisir le deuxième poteau avec